Chers internautes, bonsoir pour ce live du jeudi où nous avons le plaisir de recevoir ce soir Alexandre Boisson, qui est cofondateur de SOS Mer, et Cathy et Nat, qui sont des représentantes de la brigade d'ICRIM. Je vais donner juste la parole à Alexandre Boisson qui va nous faire une petite introduction sur ce live. Merci. Bonsoir à tous. Merci de me donner la parole et je suis très très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de la formidable brigade d'ICRIM. Alors on va rappeler ce que c'est tout de suite le DICRIM. Le DICRIM, c'est un acronyme pour dire Document d'information communale sur les risques majeurs. C'est ce que beaucoup de communes françaises, plus de 26 000, ont à remplir, donc les mairies, ont à remplir ce document pour informer les citoyens sur ce qui est mis en place pour leur propre protection. Et les citoyens, eux aussi, ont à connaître ce DICRIM. DICRIM ou pas DICRIM, de toute façon, chaque commune française, 34 968 communes, ont à anticiper les crises majeures, anticiper les risques. J'ai cofondé SOS Mer avec André Jacolbec. Je l'ai récemment quitté, cette association de fait, parce que j'avais besoin de me dévouer aux brigades d'ICRIM et les aider, parce que j'ai envie de me tenir auprès des gens qui sont debout, qui arrêtent de blablater et qui ont envie de faire de la protection. De la protection, ça a été mon métier. J'ai protégé pendant 9 ans les présidents de la République. Et je veux maintenant aider à travers la loi, à travers des stratégies, à travers des tactiques, les citoyens qui ont soif de protéger les leurs, de se protéger eux-mêmes et d'aider notre beau pays à retrouver sa force, sa vigueur, sa politique dans le sens bien de la cité. Il y en a marre du politiquement correct, il y en a marre des sournoiseries politiques, il faut de la vraie politique et ça se fait à travers des citoyens qui se tiennent debout, qui n'ont pas peur pour leur carrière, qui n'ont pas peur de respecter la loi. La loi, personne n'est au-dessus des lois et la loi, il faut se méfier de certaines lois qui ne sont pas toujours des lois d'intérêt général. Quand je parle de loi, moi ce soir, je parle de loi d'intérêt général. Donc, je vais laisser se présenter Cathy et Nat. Et après, on vous enverra une petite vidéo qui synthétise, en fin de compte, ce qu'est la brigade d'ICRIM, ce qu'elle veut faire, comment elle va pratiquer, comment tactiquement elle va faire pour être forte. Mais je laisse Cathy et Nat vous expliquer un petit peu ça. Bonsoir à tous, bonsoir Pat, bonsoir Bruno, bonsoir Alexandre, bonsoir à tous les auditeurs. Je suis Cathy, citoyenne lambda, maman de 3 enfants et qui a envie, oui, d'agir effectivement face à l'insécurité que nous avons constatée depuis quelques mois et même quelques années puisqu'on en est à 2 ans. Et nous avons décidé de créer ce groupe et d'agir. Mais vraiment d'agir cette fois, de ne pas faire semblant. On va y aller en espérant justement la collaboration de tous les citoyens, enfin le maximum des citoyens. Nat. Et donc bonsoir à tous et à toutes. Donc moi c'est Nat, maman d'un enfant et actuellement sans emploi. Et comme l'a très bien dit Cathy, on est très touché par ce gros risque majeur qui peut arriver plus vite qu'on ne pense. Et donc, on est vraiment déterminé à alerter au maximum autour de nous et surtout d'aller à la rencontre des préfets pour remédier à ce lourd souci qui nous attend tous. Voilà. On lance la vidéo, Bruno ? Tout à fait, c'est parti.
À l'article 73 du Code de procédure pénale, toute personne peut faire stopper un crime ou un délit. Est-ce que vous savez que le 12 décembre 2019, au Sénat, il était débattu une proposition de résolution sur la résilience alimentaire et la sécurité nationale? Qu'est-ce que ça veut dire la résilience alimentaire? Imaginez que pour une raison ou une autre, les transporteurs routiers soient neutralisés, qu'ils ne puissent plus amener des vivres dans les supérettes et les supermarchés. Que trouveraient les populations autour de ces supermarchés vides? Pas assez de résilience alimentaire locale, pas assez de producteurs locaux pour subvenir aux besoins des populations. Et quelles conséquences ça aurait? Ça créerait des troubles à l'ordre public, voire des émeutes. Qui est en charge d'empêcher les troubles à l'ordre public? C'est le préfet et c'est le maire. En l'occurrence, ils doivent empêcher, anticiper les troubles à l'ordre public. C'est pourquoi les brigades d'e-crime, après avoir prévenu leur procureur de la République, vont maintenant s'adresser au préfet et au maire pour savoir ce qui a été prévu. Et ils le font avec bienveillance parce que il est important de considérer que le manque d'anticipation peut être considéré comme un délit. En effet, si ces troubles à l'ordre public entraînant des émeutes venaient à se produire, le procureur de la République lui-même, à l'article 121.3 du Code pénal, pourrait considérer qu'il y a un manquement à une obligation de sécurité. C'est pourquoi les brigades d'e-crime ont prévenu leur procureur de la République. Et bien consciente qu'aujourd'hui le peuple français a du mal à revendiquer ses droits constitutionnellement sans se faire nasser et gazer, tactiquement, les brigades d'e-crime vont se répartir sur tout le territoire en groupe d'enquête, de manière pacifique mais très déterminée pour aller dans les préfectures et dans les communes. Et là, ça devient beaucoup plus difficile de les nasser et de les gazer. Surtout quand le procureur de la République est au courant que ceux qui voudraient les nasser et les gazer n'ont peut-être pas fait le travail d'anticipation. Mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup de bonne volonté et plein de préfets, plein de maires proposeront de mettre à disposition des terrains. Il faudra savoir quoi répondre et je vous invite à aller voir la page Brigade d'e-crime. De nombreux professionnels gratuitement viennent proposer des solutions. Voilà. Explication. Voilà. Alors, Cathy et Nat, vous avez déjà envoyé un courrier. Lequel? Ah, pardon. Celui du procureur et celle du préfet. Et du préfet. Voilà. Alors, le courrier envoyé au procureur, c'est une lettre d'information. Sachez, en tant que citoyen, que vous pouvez saisir le procureur directement en cas de plainte. Mais là, c'est un courrier d'information. C'est un courrier d'information à quel titre? C'est simplement parce que, comme on l'a fait remarquer dans ce petit clip, récemment, donc le 12 décembre 2019, la sénatrice Laborde a voulu proposer une résolution concernant la résilience alimentaire. La résilience alimentaire, on va préciser ce que c'est. La résilience alimentaire, c'est donc la capacité à disposer de nourriture sur un territoire assez longtemps en cas de problématique pour maintenir les populations en paix. Alors, nous avons vu qu'aujourd'hui, nous avons cette problématique Covid qui touche aussi nos transporteurs routiers. Et il y a quelqu'un qui a fait une enquête 20 ans durant, qui a motivé cette résolution du Sénat, cette proposition de résolution du Sénat, c'est M. Stéphane Linou. M. Stéphane Linou a prouvé, en se faisant checker par des gens de la sécurité publique et bien d'autres personnes en charge de l'ordre public, a constaté qu'il n'y avait plus assez de résilience alimentaire locale, c'est-à-dire plus assez de producteurs locaux pour nourrir les populations en cas de problématique sur les circuits alimentaires longs. Les circuits alimentaires longs, ce sont les produits qui font des milliers de kilomètres pour arriver dans vos supermarchés. C'est donc les transporteurs routiers qui les transportent et les acheminent dans les supermarchés. Le problème, c'est que nous n'avons pas des X-Men, et même avec tout
le courage qu'ont les transporteurs routiers. À un moment, ils peuvent être eux aussi touchés par un virus. On l'a vu. Et à ce moment-là, on peut très vite avoir des troubles à l'ordre public parce que les supermarchés étant vides, les populations n'étant pas sensibilisées et impatientes, elles peuvent très vite, on va dire le mot, péter un câble et commencer à se battre. Ce sont des troubles à l'ordre public. Et je vais aller un peu plus loin encore dans la trouille, dans l'anxiogène. Nous avons un pays surarmé. Surarmé, donc il y a des armes légales, mais aussi beaucoup d'armes illégales. Et sur une durée assez longue de magasins vides, on pourrait très vite avoir des émeutes. Là, c'est plus la même chose. Et donc, c'est hyper important de considérer donc, cette enquête qui a motivé la proposition de résolution du Sénat sur la résilience alimentaire, cette vulnérabilité que même le gouvernement a reconnue lors des débats le 12 décembre 2019. Je vous rappelle aussi que le président de la République lui-même, au début de la crise, disait « Oh là là, c'est une folie de déléguer notre alimentation ». Mais qu'est-ce qui a été fait depuis? Alors que la vulnérabilité, ce n'est pas une petite vulnérabilité dont on parle, c'est crever de faim peut-être, ou terminer à se battre avec son voisin. Alexandre, j'ai une question. Sur les risques majeurs, tu nous parles de tout ce qui est alimentation, mais on peut aussi avoir une rupture d'énergie, que ce soit électrique, tout à fait. aussi l'eau. C'est exactement ce qui s'est passé à Port-les-Valences, quand il y a eu une chute de neige qui a fait tomber les poteaux électriques, qui a coupé tout de suite l'eau potable, donc c'est très grave, c'est-à-dire que les gens n'avaient plus d'eau potable. Heureusement, ça a été vite réhabilité. Mais ils sont restés quand même pendant 8 jours. Et la maire Geneviève Girard avait lancé, rappelez-vous, l'année dernière, une alerte à Macron parce que justement, les gens commençaient à péter un boulon. Il y avait des gens qui perdaient, bien sûr, leur nourriture parce que les frigos n'étaient plus alimentés, d'autres leurs exploitations. Alors, je vais revenir à la résilience alimentaire parce que c'est la mère de toutes les résiliences. Si vous n'avez pas à manger, vous ne faites pas de politique, vous ne faites pas de philosophie, vous n'êtes même pas un garde du corps du président, vous êtes que dalle. Au bout d'un moment, on ne peut pas résister à manger assez longtemps, en tout cas. Donc, c'est pour ça que c'est ultra stratégique pour réunir tout le monde autour d'un vrai sujet politique que de considérer l'alimentation. Considérer l'alimentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, donc la brigade d'ICRIM, après qu'elle ait envoyé donc, son courrier d'information de visite au maire et au préfet, eh ben, ces visites vont se faire dans le calme, avec toute la cordialité qu'on connaît, mais de manière déterminée. C'est-à-dire, maintenant, on veut des réponses. Vous voyez bien qu'il y a des documentaires qu'on explose en vol, la bien-pensance les explose en vol parce qu'ils expriment des opinions. Nous, on ne va pas exprimer d'opinions. Question, réponse. Il y a une alerte, il y a un Covid, qu'est-ce qui est fait pour les populations? Il n'y a pas d'opinion là-dessus. Ouais. Voilà. Mais si on en revient à notre démarche du DICRIM, par exemple, on aurait dû prévoir des masques en stock dans les mairies, au cas où on a un risque comme ça. À l'époque où, je ne veux pas ouvrir trop de portes parce que je voudrais qu'on reste sur le fil, mais comment on avait écouté le rapport Biotox, écrit en 2003, à la demande de la présidence Chirac, je pense qu'on aurait économisé des conneries de fait aujourd'hui. Je vous invite à regarder sur Internet ce que c'est le rapport Biotox, qui l'a fait, et vous comprendrez. On revient à l'alimentation. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu de faire, Cathy et Nad? Vous allez donc aller en préfecture. Eh ben, nous avons envoyé le courrier au préfet lui demandant un rendez-vous et à ce courrier, nous avons joint donc la lettre du procureur et le communiqué presse. Okay. Donc là, nous sommes dans l'attente d'un rendez-vous. Nous allons le relancer sans tarder puisqu'on arrive à 4 ou 5 jours où il a dû le recevoir et nous n'avons toujours pas de réponse. Donc, nous allons le relancer. Et dans l'attente, nous allons envoyer aussi aux 336 communes de la Drôme un mail d'information à tous les maires.
déjà en premier temps. Alors, pourquoi c'est tactique? Pourquoi c'est tactique? Parce que vous avez là des lois qui ne sont pas respectées, et c'est pas parce que les maires ne veulent pas respecter la loi, c'est parce que bien souvent ils sont surchargés de travail, surchargés d'occupation, avec des budgets contraints, et ils ont peur d'avoir d'autres occupations d'anticipation, parce que c'est déjà le quotidien, c'est compliqué. Mais le problème, c'est que face aux menaces que nous encourons aujourd'hui, on n'a plus le droit de ne pas anticiper. On a vu ce que ça donnait, tu le disais tout à l'heure, Pat, le manque de masques, ça fait des morts, ça fait des désagréments, ça fait des deuils, ça fait tout un tas de choses, et on n'a plus le droit. Et il y a une loi qui est importante, une loi de modernisation de la sécurité civile, c'est la loi 2004-811, qui implique tant les élus que les citoyens, en demandant à tout le monde maintenant de mieux anticiper les risques. D'accord ? Quand Cathy et Nat vont donc aller rencontrer le préfet, puis le maire, elles y vont donc dans le cadre de cette loi-là aussi, c'est-à-dire donc la loi 2004-811, parce qu'elles sont citoyennes, parce que la loi leur demande, et parce que ça va renforcer politiquement notre pays. Étonnamment, parce qu'à partir du moment où on va commencer à parler de relocaliser des choses, on va parler d'emploi, on va parler d'économie, on va parler de concertation citoyenne. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de la résilience contre les agriculteurs, il ne s'agit pas de faire de la résilience contre qui que ce soit. La résilience, ça concerne tous les ventres de tous les citoyens. Le ventre du procureur, ça le concerne. Le ventre du préfet, ça le concerne. Le ventre du maire, ça le concerne. Ça concerne le ventre d'un gilet jaune comme pas d'un gilet jaune. Ça concerne le ventre de tout le monde. Et aujourd'hui, le boulot n'est pas fait. Et puis, il y a plein d'écolos qui nous parlent d'écologie tout le temps. Il y en a qui pensent que c'est Davos qui va sauver l'écologie. Non. L'écologie, c'est pas faire des conférences, c'est se bouger. C'est mettre les mains dans la terre. Et donc, à partir du moment où les maires et les préfets vont être sensibilisés, avec des citoyens qui connaissent parfois mieux les lois qu'eux, et qui vont leur rappeler les risques de ne pas respecter la loi, effectivement, tactiquement, sur tout le territoire français, ça va commencer à faire bouger des choses. Et pourquoi ça pourrait faire bouger des choses ? Mais simplement parce qu'à la différence de toutes les actions qui sont souvent faites par réaction, par émotion, la brigade d'e-crime est stratège. La brigade d'e-crime prévient le procureur de la République qu'il y a, alors là Bruno, ça va être à toi de jouer, une potentialité qu'à l'article 121.3 du Code pénal, comme c'était dit dans le clip, le maire et le préfet n'aient pas fait le boulot. D'accord ? Alors, je ne sais pas si on peut afficher ce... Oui, ça vient. Voilà, c'est bon. Alors, je recontextualise. Nos charmantes brigades d'e-crime vont aller voir gentiment, enfin gentiment sans que ce soit péjoratif, mais de manière très posée, mais très déterminée, certains préfets qui enverraient besoin. C'est un problème de son. Tu m'entendais ? Non, très mal. Bon. Vous m'entendez ou pas ? Très, très mal. Allô ? Allô ? Je sais pas, vous m'entendez de nouveau ? Non, Alexandre, on va t'inviter à sortir du Et à revenir. stream et à revenir. Et reprendre. Et 4, parler du 121.3. Voilà, tu sors et tu reviens. Donc, et pour information, on est en train de vous mettre en bandeau l'adresse pour contacter et rejoindre des brigades d'e-crime de tout département que vous soyez en France. Hein. Il y a aussi une adresse mail et il y a un groupe Facebook. Hein. Oui, et sur ce groupe Facebook, vous retrouvez donc le communiqué presse avec la lettre au procureur type pour pouvoir le faire passer dans les journaux régionaux ou départementaux. Et ensuite, vous avez aussi le kit action.
D'accord. On en reparlera plus tard. Alex, ça va mieux? Ok. Allez. On est reparti. Alors, le 121.3, donc on le fait s'afficher parce que c'est le code pénal qui prévoit qu'il peut y avoir délit, et il y a même délit, en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. D'accord ? Il y a délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d'imprudence, de négligence, et là c'est ce qui nous concerne, de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Voilà, on peut retirer l'article. Donc, dans quel cas on aurait un manquement à une obligation de sécurité? C'est de notoriété publique que des magasins vides, ça crée, ou avec un tout petit peu de pénurie, ça crée des troubles à l'ordre public. On ne peut pas l'ignorer. Et dans le cadre de la loi 2004-811, encore moins de modernisation de la sécurité civile, cette loi stipule qu'on doit se sentir concerné par notre environnement et anticiper les risques. Donc voilà pourquoi tactiquement, le procureur, lui, est informé que la brigade d'e-crime, quand elle va constater qu'il y a un manquement de ce type, elle va en informer les préfets et les maires. Mais ce n'est pas pour leur tirer les oreilles. C'est pour certains. Tous ceux qui veulent nasser et gazer les gens, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais là, c'est vraiment une démarche bienveillante. Mais ceux qui n'ont pas fait attention que ça pouvait aller aussi loin, tous ceux, les préfets et les maires, là, vont se retrouver avec des citoyens aidants, dans l'anticipation de ce que ça pourrait être pour eux pénalement, de ne pas anticiper les crimes. Donc c'est pour ça que derrière cette consultation d'e-crime, donc pour les communes qui en sont munies, documents d'information communale sur les risques majeurs, où sont stipulés dans ce e-crime les risques majeurs de type technologique. Donc on a vu ce que c'était récemment avec Lubrizol. Ça, c'est un risque technologique. Et après, on vous dit, avec des administrés sous un nuage de fumée dont on ne connaît pas la composition, tout va bien. Ben, c'est mal anticipé, ça. Ah, ouais. Ça, c'est des risques technologiques. Ça peut être une centrale nucléaire, ça peut être tout un tas de choses technologiques. Ou géologiques. Les géologiques, c'est beaucoup plus connu. On imagine facilement ce que c'est. Ça va être l'inondation, la sécheresse, bref, ce genre de choses. Mais il y a un risque qui n'est pas considéré aujourd'hui parce qu'on n'a pas la case à cocher dans les procédures administratives, donc ça n'existe pas pour certains esprits administratifs. Eh bien si, on regarde la loi 2004-811, ça existe, il faut bien anticiper, y compris le fait qu'on sache, maintenant par l'intermédiaire du Sénat, qu'il y a bien un risque que nous nous retrouvions avec trop peu de nourriture pour garantir la paix publique. Alexandre, juste une question, je me mets à la place de l'internaute qui nous regarde là. Ce e-crime, il est établi par les préfets et doit vérifier avec des critères et donner aux maires qui doivent l'appliquer. Alors, le e-crime, c'est beaucoup plus communal. Document d'information communale sur un risque majeur. Mais il fallait bien nommer les brigades, et le e-crime, ça sonne comme crime. Oui, j'avais compris. Il y a le document départemental en préfecture. D'accord. Document départemental en préfecture qui vise les mêmes choses, c'est-à-dire à anticiper sur le département les crises majeures qu'il peut y avoir. D'accord ? Pareil, dans ces plans départementaux, il n'y a jamais le risque de pénurie alimentaire. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'on a eu l'habitude, depuis des années, il n'y a que depuis nos grands-parents qu'on a pu vivre des pénuries alimentaires. Eux ont vécu ça. Mais nous, on n'a jamais vécu ça. Donc, dans l'esprit collectif, ça n'existe pas. On ne peut pas imaginer que ça existait. Même quand on a frôlé la catastrophe, comme en début de crise Covid, ça a quand même tenu. Donc, c'est difficile à anticiper quelque chose qu'on ne vit pas. Au début du mouvement des Gilets jaunes en 2018, il y a eu des ronds-points bloqués. Des ronds-points bloqués, donc des camions bloqués. Immédiatement, les magasins étaient vides. J'ai partagé des articles là-dessus. Plus loin, il y avait des magasins vides. Alors, les Gilets jaunes sont des êtres humains. Ce
sont des êtres humains qui, quand ils entendent que leurs congénères sont en train de peut-être plus assez avoir de nourriture, ils libèrent le rond-point. Mais nous avons de plus en plus de menaces qui pèsent sur nos têtes. Nous avons des menaces climatiques, nous avons des menaces géopolitiques. Géopolitique, donc c'est des pays, des puissances qui se disputent des ressources, comme le gaz, le pétrole. Et à un moment, on peut manquer de gaz, de pétrole, ce qui fait s'acheminer notre nourriture. Et à ce moment-là, là, c'est pas un gilet jaune de rond-point. Là, lui, le pétrole, il s'en fout. Il ne va pas libérer le rond-point. Donc, il faut absolument anticiper ça. J'ai une question pour toi, Alex, de Linda Camp. Avons-nous la visibilité sur les stocks départementaux? Si oui, les avez-vous vus? Il n'y a pas de stocks départementaux. Voilà. Voilà. Il n'y a pas. La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, a dit en début de crise Covid, nous n'avons pas de stock stratégique d'État. Bon, oui, mais c'est la FNSEA. Ok, très bien. Nexus, le journal Nexus, a contacté récemment le ministère des Armées pour demander s'il y avait des stocks stratégiques. Ils n'en ont pas non plus. Et puis, avant ça, parce que ces constatations sont assez récentes, les déclarations sont assez récentes, je vous invite à regarder les travaux de Stéphane Minou et de la sénatrice Françoise Laborde. On mettra les liens, vous regardez sur le Sénat, tout est expliqué pourquoi, même si on a des champs autour de nous et qu'on a l'impression que ça produit beaucoup et qu'on pourrait se nourrir dedans, c'est une fausse idée. Parce qu'en fin de compte, nous sommes dans un système mondialisé avec des échanges commerciaux et des échanges de matières qui ne permettent pas ces matières locales de nourrir la population et de la garder en bonne santé. On ne va pas manger des betteraves pendant une semaine et croire qu'on va tenir comme ça. Non, c'est faux. Donc, il n'y a pas de stock stratégique d'État et c'est une folie absolue. C'est pour ça qu'il faut remédier à ça. Et je voudrais vraiment insister sur l'aspect tactique de ce qui se passe avec les brigades d'ICRIM. En fin de compte, quand on va vers son préfet, on va vers son maire et qu'on lui rappelle qu'il dispose d'une force pour changer la politique depuis la base, mais il y en a très peu qui ne vont pas accepter ça. Il y en a très peu qui vont l'accepter. Il y en a beaucoup qui vont l'accepter, pardon. Il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah bah de toute façon, qu'est-ce qu'on va dire? Non, on va continuer à privilégier les supermarchés, les lobbies industriels pour vous laisser en insécurité. » C'est intéressant de savoir qui va dire ça. Ce qui est intéressant dans l'action, c'est que, comme tu l'as dit Alexandre, on peut faire appliquer nos droits constitutionnels. Tout de suite. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ce que nous, la démarche qu'on a en manifestation est différente. Mais là, votre démarche, elle est que demain, on peut le faire. Vous avez un kit à disposition, vous avez un groupe, vous avez des gens qui sont là pour aider, pour conseiller aussi. Parce que c'est quand même, c'est un grand boom, ça va créer sur la toile quelque chose une action qui est faisable de suite. C'est quand même impressionnant. Et ce qui est important, c'est la répartition. Parce que la loi ne suffit pas. On voit bien que la loi, aujourd'hui, en principe, on a le droit de manifester. On a le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. L'ONU on rappelle souvent à l'ordre. Par contre, dans le code pénal, on n'a pas le droit de mutiler des gens. Ça, on n'a pas le droit. Et pour autant, ça se passe bien. Donc, la loi ne suffit pas. Il faut la force du nombre. La force du nombre, c'est les gens qui, de leur bon droit, vont se répartir sur tout le territoire. Ça, c'est important. Cathy, tu disais, il y a combien de communes dans la Drôme? 336. 66. Allez, 336, pardon. Voilà, donc les esprits qui ne respectent plus la loi, essayez d'aller nasser 330 communes en même temps et de les gazer. Essayez de trouver les effectifs. Voilà. Ça, c'est déjà, ça c'est tactique. Comme ça, tout le monde est bien raccord et calme. C'est-à-dire que le procureur de la République est au courant qu'il y a quelque chose de bon droit qui le concerne aussi, lui, le procureur de la République, il a peut-être des petits-enfants, il a peut-être des enfants, une famille qui n'a pas envie de voir périr à cause d'un manquement à une obligation de sécurité, donc ça le concerne. Puis le préfet,
le maire vont découvrir certainement l'article qui leur est passé à côté, hein, l'article de la proposition de résolution qui est bien détaillé, qui explique pourquoi techniquement nous sommes en vulnérabilité, et tout le monde, justement, pacifiquement, va faire de la vraie politique et pas attendre que ça nous vienne du sommet, mais beaucoup plus faire une politique de terrain avec tactiquement, stratégiquement, une répartition des forces qui fasse qu'on ne puisse plus faire n'importe quoi avec le citoyen. Et je dis toujours des citoyens bienveillants. De toute façon, je pense que depuis le départ, il y a juste une revendication légitime de vivre mieux. Et c'est hautement stratégique parce que la tactique, c'est celle que je viens d'expliquer. C'est de se répartir sur tout le territoire en même temps, de manière pacifique, avec une impossibilité de menacer et de gazer les gens. Ça, je n'en démordrai pas. Je trouve ça honteux ce qui se passe en ce moment. Et c'est stratégique, la tactique et la stratégie, c'est deux choses différentes. La tactique, c'est plus ponctuel, plusieurs tactiques amènent à une stratégie long terme. Oui. C'est une conscientisation pour nous aussi, d'accord ? Parce que nous, citoyens, on ne peut pas vouloir quelque chose et alimenter son contraire. C'est complètement débile, c'est diabolique, de vouloir quelque chose et d'alimenter son contraire. On ne peut pas vouloir des emplois locaux, un meilleur vivre ensemble, plus de moyens, tout en alimentant des circuits financiers offshore, en filant son argent à des gens qui trichent. Hein, je vous invite à découvrir les livres de Stéphanie Gibault, hein, qui a identifié plus de 30 000 comptes qui échappaient donc, à Bercy. Et dedans, vous retrouvez beaucoup de gens que tous les jours on alimente. Et comment on les alimente? Parce que dans nos ventres, à nous, justement, il y a tous ces lobbies. Ces lobbies de l'agro-industrie qui, justement, trichent, conseillent des eurodéputés à Bruxelles et ça nous revient sous forme de grandes orientations européennes. Et en fin de compte, la France les applique. Donc, on ne peut plus se permettre, en tant que citoyen, d'être ceux qui voulons quelque chose tout en alimentant l'opposé de ce qu'on veut. Si on veut du local, si on veut permettre la résilience alimentaire, si on veut faire plus de sécurité, on doit progressivement favoriser, mais de concert en local, avec tous les acteurs locaux. Et ça va vite, hein, je vais répondre là-dessus. Hein. Ça va vite. Favoriser ceux qu'on connaît, à qui on peut serrer la main et leur acheter leur truc à eux. D'accord ? Ça, c'est important. Et la solidarité de rond-point des Gilets jaunes a été formidable pour ça, pour montrer que c'était possible. C'est-à-dire que les solidarités, celui qui a un peu plus peut donner à celui qui ne peut pas. Mais la priorité, c'est d'améliorer notre sécurité publique depuis la base. Et ce n'est pas de la sécurité publique en tant que telle qu'on fait, c'est de la politique qu'on fait, mais de la politique opérationnelle. On ne va pas attendre les prochaines élections, on s'y met maintenant. Voilà. Surtout qu'on a pu voir pendant cette crise Covid, la France dépend de plein de pays avec cette mondialisation. On a perdu plein de savoir-faire qui ont quitté notre territoire. Il faut se réapproprier ça. Et recréer de l'emploi et de l'entreprise aussi. Les revendications que j'ai entendues, moi, de vivre ensemble, je suis allé voir le film, ça me tenait à cœur, de Ruffin, Je veux du soleil. J'en ai été ému. Bon, je n'ai pas versé ma petite larme, hein, pas exagérer, mais j'ai été ému de voir ces gens qui sont courageux, qui ne trichent pas et qui ont du mal à s'en sortir. Ce n'est pas des universitaires dont on a besoin en priorité aujourd'hui pour résoudre le problème, qui font des conférences sur l'écologie et ainsi de suite. Ce n'est pas eux. Ceux qui vont faire de l'écologie sont nos ventres qui vont se raisonner, qui vont comprendre l'intérêt de vivre ensemble et de ramener de la solidarité. Et ça, on peut le faire. On peut utiliser les savoirs des anciens. Toutes ces personnes qui meurent de chagrin aujourd'hui, isolées, elles ont des savoirs. Et on peut aller très très vite vers la résilience alimentaire parce que nous avons avec nous des êtres formidables à la brigade d'ICRIM qui sont soutenus
par l'Université francophone de l'autonomie alimentaire, François Rouillet, Sabine Becker, qui sont déjà en train d'œuvrer sur plus de 40 pays en même temps pour donner à manger à tout le monde. Parce qu'on a cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire que pour nous, on va faire pour tous ceux qui ont besoin de pouvoir se réalimenter sainement. Et puis, on a aussi Mike Metz, que j'ai rencontré lors d'un reportage sur les chantiers écologiques massifs. C'est des gens qui mettent les mains dans la terre et qui prouvent qu'on n'a même pas besoin de tous de redevenir agriculteurs. Hein. C'est pas ça le sujet. C'est qu'on a juste besoin de refaire de la convivialité pour s'en sortir. Tout ce qu'on veut nous empêcher aujourd'hui. Les écologistes de Davos, je ne veux même plus en entendre parler, moi. Je ne veux même plus en entendre parler. Ah, ils t'ont vexé, ça. Ils m'ont vexé parce qu'ils se posent en moralistes, d'accord, alors qu'ils ne sont même pas capables d'avoir assez de discernement pour savoir qu'il existe bien des stratégies à long terme de capitalisme criminel. Et je fais beaucoup plus confiance à un Jean-François Guéraud, ex-numéro 2 de l'unité de coordination de lutte antiterroriste, qu'un mec qui va se poster à dire qu'il a débunké au bout de 5 minutes, hold up. Je ne veux plus entendre parler de ce genre de personnages qui méprisent ceux qui se posent des questions. Tout à fait. Voilà. Il faut se poser des questions, il faut être curieux, on le dit, hein, il faut être curieux. Oui, Bruno? T'as plus de son, Bruno? Pat, j'interviens. Il y a une question qui nous est posée, super intéressant. Je contacterai votre brigade prochainement. Êtes-vous présent sur Nice? Non, nous serions contents d'avoir des représentants sur Nice, justement. C'est Philippe de Bornoin, c'est le monde de Gaïa. Voilà. Alors, là, il faut monter partout où vous pouvez des groupes d'enquête. Les groupes d'enquête, il y a une méthodologie. Nat et Cathy ont super bien bossé. Je les ai aidés, mais un petit peu. Mais déjà, elles ont été capables de comprendre les concepts. Et ça, c'est hyper important. La chronologie qui vous permet de vous sécuriser, vous, en tant que citoyen. Vous devez connaître mieux la loi que ceux qui vous l'imposent aujourd'hui et qui passent à de l'intérêt général. La loi de l'intérêt général vous protégera toujours. D'accord ? Il y a bien des guignols qui, 90 ans en arrière, ont essayé de nous faire passer des lois. Ils ont été déboulonnés. On n'est pas tous à rien aujourd'hui. Donc, rappelez-vous que la loi d'intérêt général, au bout d'un moment, elle sonne comme une fréquence et vous êtes de cette fréquence. Créez des groupes d'enquête partout sur le territoire. Vous avez la méthodologie, vous allez sur Brigade d'e-crime, il y a la lettre à envoyer, l'argumentaire, les textes de loi, et vous allez très vite comprendre. Je me permets d'intervenir sur la question juste avant. Donc, effectivement, on n'a personne sur Nice, donc bienvenue à Philippe Darnois. Actuellement, nous avons une équipe sur la Drôme, une équipe sur l'Isère. Donc, les deux courriers au préfet, au procureur et au préfet sont envoyés sur la Drôme et l'Isère et sont en cours le Vaucluse, l'Ardèche, Et le Cher et prochainement la Savoie aussi. Donc, les équipes sont déjà en route. Par contre, il faut les consolider. Donc, rapprochez-vous donc du groupe et on vous dirigera vers les bonnes personnes et faites-vous connaître. Voilà. On a une question pour toi, Alex. Oui. Alors, c'est Sandrine Bourg qui nous dit, même si nous posons le problème, rien ne dit qu'ils en tiennent compte. Alors, c'est là où on passe par l'éducation populaire. D'accord ? Rappelez-vous Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, et ça, je suis complètement d'accord avec ça. Tout le monde a un ventre, hein, je le répète. Alors, effectivement, bien sûr que vous allez avoir des préfets qui vont confirmer la règle que les autres sont bien et eux, ils ont décidé de ne pas être bien. Mais ils n'ont pas le choix. Parce que plus vous allez informer les autres citoyens que déjà il y a un problème, et plus vous allez faire remonter les informations au procureur de la République, il y a quand même des chances que ça ne se passe pas comme veut celui qui ne veut rien faire. D'accord ? Parce qu'il n'a pas le choix que de faire. Il n'est pas au-dessus des lois.
Et il faut quand même faire attention à quelque chose. Je n'en parlerai pas beaucoup ce soir, parce que je n'ai pas envie d'enflammer les esprits. Mais quand vous êtes face à une menace pour vous-même ou autrui, il y a l'article 122.7 du Code pénal. Et au bout d'un moment, c'est plus possible. Alors, l'éducation, c'est beaucoup mieux que de devoir avoir recours à la coercition. L'éducation, comme je l'ai dit, les Gilets jaunes, en 2018, ont fait la démonstration. Hein. Ils bloquaient un rond-point et d'un seul coup, Madame Michu, gilet jaune ou pas gilet jaune, d'un seul coup, quand son rayon est vide, elle se dit, mais bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On m'en joue. Et là, Madame Michu, elle découvre que la proposition de résolution du Sénat de Madame Laborde, c'était pas une connerie. Au contraire, que c'était intéressant. Et il faut galvaniser autour de choses constructives. Ça ne sert à rien pour moi, hein, et je ne défendrai jamais ça. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse du constructif. Parce que le constructif détruit l'idiot. D'accord? C'est pas si gentil que ça, le constructif. Hein. Ça disqualifie. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui est complètement idiot, soit vous détruisez le truc idiot, mais vous n'avez aucun recours, soit vous avez fait quelque chose de plus constructif et l'idiot est aussitôt disqualifié et vous avez renforcé votre territoire. Donc moi, c'est cette technique-là. Madame Michu, qui n'y croyait pas au début, quand elle a compris la leçon, bien sûr qu'elle va aller, elle aussi, demander à son préfet et elle aussi demander à son maire. Et qu'au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup de monde qui demande à ce qu'il y ait quand même un minimum de sécurité. Nous, ce qu'on fait là, c'est pas dire tiens, on va faire fermer tous les supermarchés, c'est pas du tout ça. Mais qui roulerait sans roue de secours aujourd'hui dans sa voiture? Là, le problème, c'est qu'on a 0 roue de secours au niveau alimentaire dans un pays aussi armé que ça. Alors qu'on sait très bien qu'en plus, il y a des esprits manipulateurs qui voudraient bien qu'on se frique les uns contre les autres. Ah ben non, leur laissons pas cette chance. Il y avait une question, Bruno, encore? Non? Non, pas présentement. Il y a juste une demande là, que j'ai mis dans le chat privé pour les filles de Christiane Sous-Marin. Merci de me renvoyer le dossier. GJ0. Ça sera fait, Christiane. Voilà. Est-ce que tu veux afficher, Bruno, l'article 73 du Code de procédure pénale, s'il te plaît? Allez, hop, on y va. L'article 73. Alors, je le lis. Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. On s'arrête là, on peut retirer. D'accord? On peut retirer l'article. Mais ce qui est important que vous reteniez, c'est le toute personne. On n'a pas dit personne en uniforme, on a dit toute personne. C'est pas Boisson qui le dit. C'est l'article 73 du Code de procédure pénale. C'est-à-dire que là, quand vous alliez en tant que citoyen informer que potentiellement il y a un délit, l'article 121.3 du Code pénal, manquement à une obligation de sécurité, vous êtes dans votre bon droit. C'est pour ça que dans le début de la vidéo, on dit chaque citoyen a un pouvoir de police. Et là, vu que il y a une infraction, une infraction à la sécurité nationale, que tous les citoyens se sentent policiers. C'est hyper important. De cette sécurité-là naîtra l'écologie de bon sens, naîtra la convivialité permettant, RIC ou pas RIC, j'en sais rien, en tout cas, une réforme citoyenne sur l'appréhension de l'intérêt général. Et on doit se le prendre, le réapproprier à l'intérêt général. Et autour d'une assiette, il n'y a rien de mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans cette assiette? Est-ce qu'on continue à alimenter ce qui fait nous goper, nos grandes orientations de la politique européenne? Ou est-ce qu'on mange la courgette de GG avec le bout de petits trucs que nous a fait Robert à côté, à qui on peut serrer la main? N'oubliez pas que les barquettes industrielles, il y a des fois où on vous vend du cheval pour du bœuf. Sachez ce que vous mettez dans votre assiette. Et ça fait de l'écologie de masse.
C'est pas 2-3 pimpins qui font des conférences comme moi j'ai fait. C'est la masse qui se conscientise. Et c'est la masse qui a le pouvoir. Voilà. Quelque part, cette action va être relayée un peu partout, dans plusieurs groupes. Et surtout, pensez bien à prendre l'adresse mail qui passe à Bandeau et à les contacter au plus vite pour faire partie de cette action, qui est très importante, car vous pouvez faire appliquer vos droits constitutionnels. C'est important. Dans ce pays qui nous prive de liberté, vous avez une voix. Prenez-la. Alexandre, le COPÉ, tu peux réexpliquer? Moi, je sais ce que c'est, le COPÉ. Alors, GOPÉ, c'est Grandes Orientations de la politique économique européenne. En gros, Monsieur Macron est un peu le représentant de commerce de l'Europe. Bon. Le problème, c'est que l'Europe, c'est qui? C'est des technocrates qu'on n'a pas élus, d'accord, qui décident pour nous de notre politique économique. Donc, on fait plus ce qu'on veut. Et à côté de ça, on a des lobbies. Alors, les lobbies, c'est des gens, des cabinets, alors beaucoup d'avocats, qui vont représenter des intérêts économiques. Donc, vous avez toutes les grandes marques qui sont organisées en lobby, d'accord, et ils vont au contact des eurodéputés et ils les brossent dans le sens du poil. Sur des petits comptes aussi, il y a des fois, ça arrive, demandez à Stéphanie Gibault, des comptes bancaires qui échappent à toute vigilance. Et donc, c'est ces gens-là, après, qui sont sous influence économique, qui vont décider de ce qu'on peut faire, nous, dans notre pays, alors qu'on ne les a pas élus. Puis nos représentants de commerce politique, ils nous disent c'est comme ça. Le problème, c'est que qui fait le pouvoir de ces lobbies qui eux-mêmes conseillent aux eurodéputés, qui eux-mêmes disent à la France qu'elle doit faire? Creusez un petit peu. Regardez ce que nous consommons. Consommer, il y a 2 mots en un. Ouais. Con et sommer. Sommer, c'est un ordre. Donc, soyons intelligents dans notre consommation. Inversons la tendance. Aidons nos anciens. Aidons les petits. Soyons politiquement éveillés. J'ai été fasciné par la capacité des ronds-points, des gilets jaunes, de s'instruire en un temps record. On a cette chance-là. C'est mandélien, c'est du Mandela. Rien n'est plus puissant que l'éducation pour changer le monde. Faisons ça. Et autour de l'assiette, dans l'assiette, il y a moyen de retrouver le pouvoir. Voilà. Et pour pas oublier, comme l'a dit Alexandre, la politique fait vivre la cité. Et la cité a besoin de politique, mais de politique positive autour de l'humain. C'est important aussi de se rapproprier ce mot politique, parce que tout le monde a un dessus, mais non. C'est très important la politique de la cité. Ouais. Alors, je vais vous parler rapidement, si vous voulez. Je ne sais pas si je peux partager l'écran, mais aujourd'hui, j'ai fait un article sur ces grandes orientations, cette fois-ci. D'abord, je vais vous montrer du positif, parce que c'est bien beau de faire la morale, mais voilà, il est temps de vous montrer aussi comme c'est beau les gens qui savent faire de la nourriture ensemble. Est-ce que ça apparaît à l'écran? Peut-être. Oui, alors là, ça va être compliqué. Non, ça ne vous apparaît pas? Si. Nous, c'est bon. C'est bon, ouais. Bon. Voilà, donc vous avez les amis Sabine Becker et François Rouillet. Regardez ce qu'ils font. Et ils font ça dans plus de 40 pays, dans le désert, au Maroc. Alors, ce n'est pas eux directement, c'est Fabien. Ils font de la nourriture pour tout le monde. Donc, c'est assez génial. Et puis, bon, maintenant, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si ça vous apparaît à l'écran. Regardez. Bye bye les petits emplois. Vous savez, cette étude-là, d'Oxford Technology at Work, c'est cette étude-là qui motive, en gros, tous ceux qui veulent qu'il n'y ait plus de petits commerces, qu'il n'y ait plus que des gros trucs.
que des gros GAFAM, que des grandes chaînes de production. Et puis, tous les petits commerces, eux, ils peuvent bien crever parce que c'est pas dans leur plan. Et on nous raconte qu'on va faire de l'écologie en faisant tourner à fond les manettes des serveurs informatiques qui bouffent comme un âne en termes de charbon et de tout un tas d'énergie fossile. Voilà, c'est ça les écolos que dont je ne veux plus entendre parler. Donc, ils sont contents de dire ça dans leur grand récept. Et puis, mais je vais vous dire qu'en termes de sécurité publique, c'est des gros nazes. Pourquoi? Parce que il y a une autre étude qui a été faite par le réassureur SCOR. Et SCOR, c'est l'un des plus gros réassureurs du monde. C'est ceux qui assurent les entreprises. Et ils ont fait une étude sur une tempête solaire qui a failli ramener en 2014 notre civilisation, toute technologique, là, au XVIIIe siècle. Tellement cette tempête solaire allait griller tous les systèmes informatiques. Qu'est-ce qui restera des plans de Davos quand on aura une tempête solaire comme ça qui va griller tous les systèmes si on n'a justement plus de petits commerçants, plus de petits producteurs? C'est des grosses billes en sécurité. Donc, on ne va pas se laisser diriger notre sécurité par des gens comme ça. C'est pas possible. Moi, je crois au bon sens citoyen. Et la brigade d'e-crime est un bon sens citoyen. Et on apporte. Il serait intéressant. Alexandre, c'est intéressant que tu parles aussi de la fresque, parce que moi, lorsque j'ai découvert ta chaîne YouTube, je suis tombée sur le charme de cette fresque. J'ai plus le nom exactement, si tu te souviens. Alors, il y a plusieurs fresques. Il y a la fresque du climat qui indique toutes les boucles de rétroaction du climat. Et puis, il y a une autre fresque qui est faite par Julien Dossier, qui est un monsieur exceptionnel, voilà, qui explique comment on peut réinventer nos territoires autour de l'écologie. Je vais vous l'afficher, Julien Dossier. N'hésitez pas. Hein. Ouais, ça s'appelle Renaissance écologique. Et voilà quelqu'un que j'apprécie particulièrement parce que, je ne l'ai pas entendu défendre tout un tas de conneries avec des serveurs informatiques. Moi, j'étais fasciné par sa capacité à redessiner les territoires. Voilà, ça s'appelle Renaissance écologique. Et vous voyez, en fin de compte, on n'invente rien. Nos territoires fonctionnaient de manière autonome avant. On n'est pas obligé de revenir à la caverne et à la bougie. Hein. L'écologie, ça ne veut pas être ça. Mais on doit redessiner nos territoires autour de quelque chose qui soit cohérent écologiquement et puis surtout qui nous ramène de la joie d'être ensemble. C'est ça, le bonheur. Voilà, c'est ça. La sécurité, c'est ça. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte là, c'est pas foutre des drones partout, des reconnaissances faciales. Ça, c'est vraiment le degré zéro de la sécurité. C'est quand il y a un pouvoir panique. La vraie sécurité, c'est quand il y a assez d'équilibre entre les personnes pour que chacun ait un bien-être à perdre. C'est ça de la sécurité. Si j'ai fait récemment l'interview d'un copain du RAID qui, lui, était négociateur. Donc, c'est ceux qui intervenaient sur les forcenés. Donc, par sa négociation, par ses capacités à insuffler des messages, il arrivait à désamorcer des mines psychologiques. Les gens. Et qu'est-ce que disent ces personnes-là? Je n'ai plus rien à perdre. Le forcené dit ça. C'est pour ça qu'il a pris en otage sa propre famille et tiré sur des gens. Parce que c'est des gens désespérés. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec toutes ces mesures, à faire des gens qui sont désespérés. Ils aimaient leur travail. Ils ont tout perdu. Pour certains, ils se suicident. C'est intolérable, ça. Donc, si le summum de l'insécurité, le forcené, c'est quelqu'un qui vous dit « je n'ai plus rien à perdre ». On a tout intérêt à faire sécurité en ayant des gens qui ont un bien-être à perdre. D'accord ? Et ça, il ne faut pas attendre un miracle venu du ciel ou des urnes. Hein. C'est de notre responsabilité, au regard de la loi 2004-811, de considérer notre propre sécurité. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants si à un moment on n'a plus rien à bouffer? Ah ouais, mais je pensais que… Non.
Non. Non. Au regard du Code civil, on doit réfléchir. D'accord? On doit réfléchir, on doit protéger nos enfants. Et au regard de la loi, on doit savoir ce qui est prévu. S'il n'y a rien de prévu, on doit gueuler. Et puis, il ne s'agit pas seulement de gueuler, il s'agit d'aider aussi. Et ça, on sait faire. Ce n'est pas le tout de dénoncer un truc. Quand il faut faire, c'est plus la même. Quand il s'agit de gueuler, il y a des files entières de gens. Ouais, ça va pas, ça va pas. Quand il s'agit de faire, comme là, les brigades d'e-crime, ouais, je peux pas, j'ai piscine. Ben non, là, il va falloir y aller. Mais on invite tous ceux qui ont leur commerce de fermer, les restaurateurs, les bars, les centres de loisirs. Rejoignez les brigades d'e-crime et faites-vous entendre auprès des préfets et de vos maires aussi. Une action. En cas de crise majeure, ce sont les petits qui peuvent subvenir aux besoins. Voilà. Au premier confinement, tout le monde l'a compris. Je ne comprends pas qu'on ne le comprenne pas maintenant. Tout le monde a compris qu'on était bien content qu'il y ait des petites AMAP, qu'il y ait des petites assos, qu'il y ait des petits producteurs locaux, parce que tout le monde se disait « Oh, le supermarché ». Et puis, on peut faire système avec le supermarché. Je ne suis pas en train de dire « Ah, c'est… » Regardez ce qui s'est passé avec C'est qui le patron? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des citoyens qui se sont dit à un moment « Ok, on en a marre que notre copain agriculteur, il ne bouffe pas à sa faim. » Qu'ils soient obligés d'attendre des subventions. Ils ont fait leur propre marque. Et maintenant, est-ce qu'on ne trouve pas du C'est qui le patron dans les grandes chaînes de distribution? Si. Mais à partir du moment où on décide. On a montré l'exemple avec les brigades d'e-crime de ce maire exceptionnel, Jean-Claude Mensch, Ungersheim, en Alsace, qui, lui, il en fait du RIC. C'est même pas la peine d'essayer de réinventer la roue, il fait du RIC. Il demande aux citoyens, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, déjà, le nombre de personnes qui viennent pour dire ce qu'ils veulent faire, c'est pas énorme. Mais ça va venir, ça va venir. Et ils ont commencé à faire une réforme territoriale, comme on l'a vu avec Renaissance écologique que je viens de montrer. Maintenant, ce village est résilient. En cas de problème, ils sont capables de nourrir toute la population. Est-ce que pour autant les supermarchés ont fermé? Non. Mais ils ont une réserve. Ils sont capables de prévoir. Ils sont capables de protéger les citoyens. Donc les enfants d'Ungersheim, quand ils disent à leurs parents, s'il y a un problème, on mange quoi? T'en fais pas. On a vu ça avec notre mère. C'est ça, être politique. C'est ça, faire de la politique. C'est pas attendre que les députés votent dans notre sens. Non, tout à fait d'accord avec toi. Et c'est cette prise de conscience qu'est tous les citoyens. Dire que il faut que vous soyez un petit peu, que vous ayez de l'autonomie dans vos villages. Au cas où, soyez prêts. Et je peux vous annoncer que ça va vraiment chier. Excusez-moi, mais il faut prévoir. Il faut vraiment prévoir maintenant. Parce que des crises, on va en prendre de plus en plus. Il y a des gens qui ne veulent pas du bien et qui ont les commandes de certains systèmes. Les cyberattaques, ce n'est pas des légendes, ça existe bien. On a des problèmes géopolitiques, on a des problèmes climatiques. Il faut prévoir. Et on a une responsabilité par rapport à nos enfants, de la planète qu'on va leur laisser. Soit on continue à s'en foutre, et à être des hypocrites le soir, quand on leur dit « Ah, mon fils ou ma fille, je t'aime ». On a passé toute la journée à alimenter un système qui détruit leur planète, ou soit on devient des adultes, des responsables. Les brigades d'e-crime, c'est l'étape numéro 1. Après, moi, j'ai fait une fois que j'ai fait ça, j'ai quasiment tout fait. Il y a d'autres qui sont largement meilleurs que moi pour vous donner les orientations à prendre. Et vous êtes largement meilleurs que moi pour savoir ce que vous voulez. Moi, j'ai rien à vous dire. D'autres, que soyez tactique dans un premier temps, et vous allez voir qu'avec votre capacité à comprendre ce qu'est la sécurité publique, où on en est et à quel point vous êtes vulnérable, et dire « je ne veux pas de ça pour mes enfants. Je ne veux pas de ça. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'on soit en sécurité et qu'on protège l'avenir. » Et là, vous allez voir à quel point vous êtes fort. Et personne ne pourra faire quoi que ce soit contre vous. Personne. Parce que vous êtes la force du nombre. Le nombre. Il y en a beaucoup qui disent le nombre. Mais
Il faut, il s'agit pas d'être aller se faire nasser et gazer. Ça sert à rien. C'est rien. C'est-à-dire, il ne faut pas jouer sur un terrain dont on sait qu'il est déjà miné. D'accord? Il faut se répartir. S'il y a une bataille à mener, elle est psychologique. Les gens n'ont pas encore conscience aujourd'hui. Le citoyen moyen n'a pas encore conscience de quelle vulnérabilité, dans quelle vulnérabilité il se trouve. C'est gravissime ce qui se passe aujourd'hui. Rien n'est prévu. Rien n'est prévu. Comme rien n'est prévu, c'est aux citoyens à prévoir et à agir. Très important. Donc, rejoignez les brigades d'e-crime. Vous avez encore l'adresse mail qui passe sous l'écran et le groupe Facebook Brigade d'e-crime. Là, vous aurez un kit et vous avez des représentants déjà de la brigade d'e-crime qui vous orienteront. Un petit mot, Nat et Kate? Très heureuse de tout le discours. On a très peu parlé, mais bon, en même temps, voilà, on est un groupe. Alexandre et le groupe aussi. C'est nous, c'est vous. C'est une grande joie de travailler à ses côtés, d'ailleurs, d'œuvrer ensemble, en fait, pour pouvoir justement donner un avenir à nos enfants. Parce que moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement. C'est ce que je vais laisser à mes fils demain. Et j'ai envie de leur laisser une belle planète avec laquelle ils pourront respirer, bien manger, être heureux et de redécouvrir le sens du partage, d'être ensemble, de communiquer et d'être, on va dire, en joie. Et enfin voilà, tout ce que moi j'ai connu peut-être petite dans un milieu, on va dire, de paysans, où j'ai connu ça avec mes grands-parents, la joie de se retrouver autour d'un ensemble de groupes de personnes en train de jouer aux cartes ou de chanter, et puis d'aller dans les champs ensemble, ramasser les bottes de paille. Enfin voilà, il y avait tout ça qu'on a perdu aujourd'hui. Je trouve ça très très dommage. C'était chaleureux, il n'y avait pas d'internet, c'est sûr, mais il y avait un sacré confort de vie en tout cas qu'on a perdu. Ça va être chaleureux, ça va être oui. Avec des gens optimistes comme vous. Et voilà. Et quand on reçoit des groupes chez nous, et c'est toujours ça, on met en avant des gens qui ont des actions et qui sont dans la faisabilité. Et c'est ça qui est aussi important. C'est que vous présentez quelque chose qui est faisable. C'est pas dire on va faire, c'est faisable. De suite. Il y a une chose que j'aimerais dire, puisque là on est en live et en direct, et je vais m'adresser à tous les auditeurs, c'est d'avoir une prise de conscience d'abord de soi-même. C'est déjà de se dire que demain, on va réduire nos coûts dans les grandes surfaces et on va se rapprocher des petits producteurs pour les faire vivre. Et quel plaisir de pouvoir manger un œuf, un vrai, qui a le goût de l'œuf. Quel plaisir de manger des vrais légumes du jardin. Je veux dire, on redécouvre le bien manger et ça, c'est très, très important. Mais ça, c'est déjà prendre conscience soi-même qu'on est capable de le faire. Et à ce moment-là, cette prise de conscience pourra s'élargir. Puisque du coup, on éduque aussi nos enfants avec ça. C'est un long travail, mais je l'ai testé chez moi et je suis très heureuse de voir mes petites belles filles commencer à réfléchir et à agir justement et à se rapprocher des petits producteurs locaux au lieu d'aller dans les grandes surfaces. Ok, Nat? Elle a déjà dit beaucoup de choses, donc je sais plus quoi dire. Bon, sur le côté négatif, moi je vais partir sur le côté négatif, c'est que moi je trouve qu'on est vraiment en danger et qu'il faut vite agir. Ouais. J'ai envie de donner un conseil à tous les gens qui écoutent et à tous ceux qui vont écouter après en replay, c'est que on y va, on va aller parler au préfet, et on va faire tout ce qu'il faut. Mais en attendant, je demande à tout le monde de se préparer au pire, même si voilà, c'est peut-être pas très bien d'aller affoler, mais enfin bon, au point où on en est déjà, on est affolé partout. Hein. Moi, faites un stock chez vous. Prévoyez des pâtes, du riz, de l'huile, des conserves, voilà. Faites un stock pour 3 mois et déjà vous aurez moins de stress s'il y a un problème et puis parlez-en autour de vous et puis retrouvez-nous sur l'action parce qu'on a vraiment besoin de tout le monde.
tout le monde, tout le monde. Donc, et au plus vite on aura le monde avec nous, et au plus vite tout ça se mettra en place. Juste pour informer quand même nos auditeurs, hein, le stock alimentaire face à un risque majeur est de 3 jours. Hein. Nous ne tiendrons que 3 jours. Hein. 3 jours, après arrivent les ventres vides. Alexandre, je rappelle quand même que même sur le site du gouvernement, hein, il y a, je ne sais pas si ça vous apparaît à l'écran, chaque citoyen français, alors beaucoup l'ignorent, mais doit avoir un kit d'urgence. Hein. Ouais. C'est marqué sur le site gouvernement.fr. Donc, il faut absolument prévoir les risques. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins Pablo Servigne, qui a écrit Comment tout peut s'effondrer. C'est pas des légendes. Les mecs, c'est juste pas des allumés qui ont envie de faire peur. Il faut vraiment considérer que nous sommes dans une position de vulnérabilité. Et il faut vite cesser cette situation. Enfin, il faut la faire cesser très rapidement. Alors moi, j'avais créé SOS Mère, mais moi, j'ai un appel ce soir à faire. Moi, j'ai été très touché par Marjolaine Godard, celle qui a fait les petites illustrations que vous avez vues là dans le petit clip. C'est une maman qui est toujours une maman, mais qui avait entendu plusieurs émissions sur la collapsologie. Collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement. Nous sommes en plein effondrement. On est dans la 6e extinction de masse d'animaux. Alors, ça ne se voit pas comme ça à l'œil nu, mais on commence à sentir les effets. Elle avait peur en tant que maman. Et bon, elle m'a entendu moi avec mon truc. De toute façon, on s'en fout de la fatalité, on va y arriver quand même. Bon. Donc, elle a voulu rejoindre SOS Mère. Elle a apporté énormément de choses, cette maman. Et là, si j'ai créé SOS Mère hier, j'ai envie de créer SOS Mère, mais plus avec la même orthographe. SOS Mère, hier, c'était les mères M-A-I-R-E-S. Mais là, c'est les mamans. La vision d'une maman par rapport à un effondrement et la vision d'un homme, ça n'a rien à voir. Les femmes, levez-vous. Allez-y voir les 10 crimes. D'ailleurs, c'est assez magique. Celles qui se bougent, ce sont les femmes en ce moment. Moi, Marjolaine s'est levée, elle a permis une meilleure compréhension des enjeux. Là, c'est Cathy Hénat. Elle se reconnaîtra, je fais un coucou à Céline, celle qui a appris comment on s'exprimait, comment on faisait face à un maire pour être courtois, mais efficace quand même, déterminé. Levez-vous, prenez les places. Parce que quand vous mettez en marche, en général, ça se règle assez vite. Il n'y a rien de tel qu'une femme qui parle à un homme le soir sur l'oreiller et qui lui dit comment ça s'est passé la journée. En général, ah bon? En tous les cas, moi, j'étais ravi de vous accueillir. Ça m'a fait très plaisir. J'espère que vous reviendrez. On refera un point sur l'action. On refera un live, si tu veux, plus pointu, Alex. Si tu veux, certaines, peut-être, monter ou augmenter suivant. Vous serez, en tous les cas, les bienvenus. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui doit être autonome. Ce qui va compter maintenant, c'est les retours d'expérience. C'est pas Boisson. Boisson, il va juste être là comme ça, en background. Mais c'est vous, ce que vous allez dire. Et ce qu'il faut, c'est recueillir tous les témoignages de ceux qui sont allés voir les maires, les préfets. Parce que vous allez voir à quel point c'est beau. C'est pas pour les 2-3 tocards qui vont non, moi, j'ai pas eu reçu l'ordre de l'État, donc je fais rien. On s'en fout de cela. Vous allez voir le nombre de maires qui vont dire allez-y, on y va. Et là, des images comme je vous ai montré avec les rouillés, avec plein de couleurs, vous allez les voir. La convivialité va gagner. C'est ça la sécurité. C'est pas Minority Report et tous les trucs hollywoodiens. On s'en fout, ils vont perdre. C'est terminé, leur futur est terminé. Voilà. Ils n'ont aucun avenir, ce genre. Je me permets de répondre à la question de Paul Gaillan qui demande si nous avons des représentants sur Bordeaux. Nous n'avons pas de représentants, donc bienvenue à Paul Gaillan et qui nous contacte sur le groupe et on verra. Ça suivre. Voilà. Et un sondage va être mis sur le groupe. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent là sur le groupe. C'est en préparation parce qu'on a beaucoup de boulot, donc on a besoin aussi beaucoup de monde pour bosser sur plein de choses.
Donc, merci à ceux qui se sont proposés ce soir et c'est pas fini. Et merci à tous. Ok, Cathy, de toute manière, Paul, tu peux le contacter puisque c'est un affilié RFM. Sur Messenger, tu peux le contacter. Voilà. Alors surtout, les amis, n'oubliez pas de partager, de vous abonner à RFM et Premier CPC. Et je voudrais aussi, derrière Nat et Cathy, je sais qu'il y a du monde. Il y a Devs, il y a Hélène, il y a Didier, il y a plein de monde qui bosse. Et il faut aussi les nommer. Voilà. Il y avait toi aussi. Il y avait toi à l'époque. Ah, oui, on a fait une première démarche. Et ouais. Il y a beaucoup de monde. Il y a Sandrine qui est dans le Vaucluse, il y a Steve qui est dans l'Ardèche, il y a plein de Sandrine d'ailleurs, de partout et nombreux. Et c'est vrai qu'il faut les remercier parce que à nous tous, on est arrivé à pousser cette belle action et c'est chouette. Le mot de la fin, Bruno? Non, je vais juste rebondir sur quelque chose qui s'est passé cette semaine, en milieu de semaine dernière, alors que nous étions, depuis quelques jours, déjà en train de préparer ce live. On avait récolté quelques infos sur EDF et ses productions et ses problèmes de ruptures éventuelles. Sachez, pour information, qu'en cas de coupure, EDF, enfin Engie, plus précisément, dispose de 3650 groupes électrogènes pour pallier aux coupures de lignes et aux ruptures de fourniture d'électricité en France. Ce qui représente, quand on met tous ces générateurs en route, 219 mégawatts, c'est des chiffres, hein, sachant que 1 mégawatt permet d'alimenter à peu près 555 foyers. On ne peut pas alimenter beaucoup de personnes. On ne peut alimenter que 121 000, un peu moins de 122 000 foyers. D'accord. Si on avait une grosse catastrophe de fourniture électrique en France, si on avait un effondrement de la production électrique en France, on serait vraiment dans un état catastrophique parce que bon, il y a les hôpitaux qui ont leur groupe propre, mais EDF serait complètement débordé. Et donc, milieu de semaine dernière, EDF a fait une info dans les journaux télévisés en disant attention, cet hiver, on risque d'avoir des coupures. Donc, prévoyez. Ce n'est pas du catastrophisme, hein, c'est simplement que les gens soient au courant s'il y a des vagues de froid ou des chutes de neige fortes, il risque d'y avoir des coupures et on risque d'avoir des problèmes comme a eu la mairesse de Porte-les-Balances, par exemple, l'année dernière. Voilà. Soyez prévenants, prévoyez des choses comme ça. Je vais rebondir, Bruno, parce que tu as complètement raison de nous interpeller là-dessus, surtout qu'en Drôme, nous avons été énormément touchés suite à l'épisode neigeux, et à l'occasion, j'avais pu discuter avec le maire de Chabeuil à l'époque, qui lui avait fait des crimes remarquables avec comment on appelle ça déjà, des tests, des simulations avec les pompiers, les gendarmes, et il s'est retrouvé face à cet épisode neigeux, coupure d'électricité, avec des gros problèmes pour fournir l'électricité malgré les groupes qui avaient été fournis, justement. Et il a été débordé. Donc, ça nous a prouvé qu'un risque majeur organisé avec le plan communal de sauvegarde et déjà même très bien organisé, ne suffisait pas à pallier tout ce qui pouvait intervenir en cas d'épisode neigeux comme celui-ci. Donc là, de plus, ça m'a fait réfléchir un peu plus à cette époque-là, puisque nous, à l'époque, le restaurant, tout ce qu'on avait dans les congèles, les frigos, fallait s'en débrouiller. Hein. Ouais. On a un symbole. Le frigo, c'est un vrai symbole pour deux résiliences primordiales, la résilience alimentaire et la résilience énergétique. N'oubliez pas qu'il y a plein de citoyens aujourd'hui qui s'organisent en association pour l'énergie. Il y a même des mairies qui peuvent devenir qui peuvent fournir de l'électricité s'organiser
en coopérative pour l'électricité. Vous allez sur le site SOS Mer, j'y ai bossé quand même avec André Jocolbeck, donc vous ne trouverez pas d'infos là-dessus. Le site va encore perdurer, ce n'est pas parce que je suis parti que ça ne perturbe pas. Et donc, sur les deux principales résiliences, vous allez trouver des informations. Et il y a une troisième résilience qu'il va falloir vite gérer aussi pour tous ceux qu'on aime, c'est la résilience santé. Et là, c'est encore plus dur, parce qu'on a quasiment plus de molécules faites en France, donc il faut bien prévoir. C'est un vrai travail, mais vous verrez que plus on s'y met, mais plus on trouve ça fascinant. C'est un vrai travail politique, parce que du coup, vous êtes en train de remettre un peu à l'ordre de la loi ceux qui sont en charge, mais ils sont contents aussi, les maires. Il ne faut pas croire que ça les saoule, qu'on vienne leur dire non. Ils sont contents de voir qu'il y a une application citoyenne. Je termine là-dessus. Ingersheim, quand il a fait tout son truc écologique et puis qu'avec 2-3 pimpins que ça intéressait, ça lui fait mal au cœur. Non, il y a beaucoup plus de gens qui ont compris grâce aux crises ou à cause des crises que ce qu'il avait fait, c'était quand même les protéger. Le problème, c'est qu'Ingersheim, c'est bien, mais à côté, tout le monde est à la ramasse. Donc, le jour où il y a une grosse crise, tout le monde va débouler un peu comme les sauterelles sur un champ. Donc, il faut qu'on soit tous résilients. Voilà. Merci en tout cas. Moi, il est tard chez moi. Alors, effectivement, il faut expliquer. Bon, on ne va pas tout donner tous les. Non, on ne fait rien de où je suis, mais voilà. Un fuseau horaire bien avant nous, et donc il est déjà bien la nuit chez lui. Voilà. En tout cas, Cathy et Nat, merci. Merci à vous. Merci à Didier aussi, parce qu'on a oublié de le mentionner, très important. J'ai dit Didier. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Je dis, on a remercié Didier parce que Didier a fait beaucoup de boulot sur le côté informatique, les mises en page, tout ça. Et on a passé des heures et des heures. Et par moments, on lui a fait péter le plomb. Donc, merci. Moi, je tiens à dire un grand merci aussi à Véronique. Qui m'a présenté. Voilà. Oui. Donc, elle se reconnaîtra que j'adore. Ouais. C'est une femme formidable. Merci à tous. Une femme de cœur. Et je remercie aussi Estelle de Nexus pour ce super qu'elle a fait sur nous. Ouais. C'est vrai. Encore une femme. Encore une femme. Allez-y les femmes. Allez-y. Merci Alexandre. Allez. Ainsi que tous ceux qui ont participé de près ou de loin et ont aidé pour l'élaboration de ce live. Merci, bonne soirée. On se retrouve d'ici 1 minute au back-office, chers amis. Et pour les internautes, bonne soirée, diffusez, abonnez-vous au premier CPC, abonnez-vous à RFM, inscrivez-vous pour aller renforcer les brigades d'e-crime. Allez-y. Bonne soirée à tous, merci et à une prochaine. Merci à vous.